bonsoir Jean. Et bonsoir. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Taisez-vous. Je le vole à Tu chaque vas fois. trop vite. La prochaine, je te laisse. Et aujourd'hui, on reçoit Adélaïde. Bonjour. 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 Comment ça va? Très bien, merci. Et vous? Ouais, écoute, toujours. Ça va, nickel, écoute. On te reçoit du coup dans le cadre de ta thèse en informatique et bien plus large après, sur la conception et l'évaluation d'avatars hybrides. Exactement. Waouh. Déjà, on est content d'avoir un titre de thèse Ça enfin claque. adéquat. Enfin court, qui rentre littéralement en 5 mots. Je suis content. Mais à l'intérieur, ça risque d'être un peu plus compliqué, je pense. Et c'est la première thésarde en informatique qu'on reçoit aussi. C'est Ouais, vrai? Ça, c'est Et cool. Ouais. Parce que en plus, moi, je me suis dit, j'aimerais beaucoup en avoir parce que ça doit exister. Et quand j'ai vu du coup le Ça ma thèse en existe. 180 secondes, j'ai vu informatique, j'ai fait oui. Je veux dans mon équipe. Ouais, j'étais la seule à Bordeaux, je crois, La seule à Bordeaux en informatique. à participer au concours. Ah oui, ok. J'étais Mais là. non, il y a quand même un laboratoire de recherche en informatique. Il y en a même plusieurs Ah ouais. à Talence. Donc, moi, je fais partie de l'INRIA. Et c'est l'Institut national de recherche en informatique et automatique. C'est le seul beau bâtiment qui est collé au bâtiment moche de la fac. Ah, c'est celui avec le cerveau. Oui, c'est ça. Ah putain, oui, les gars, il est beau. Ouais. Si vous êtes à Bordeaux, hein. Si vous n'êtes pas à Bordeaux, Oui, si vous tant êtes pis à pour Bordeaux, vous vous. n'allez pas voir. C'est vrai On qu'on vous n'a pas mettra à une ce point-là. photo. Et vous êtes beaucoup de doctorants en informatique sur Bordeaux du coup? Je saurais pas dire combien exactement, mais il y a quand même une petite communauté. Il y a une asso de doctorants en informatique. Il y a un peu de monde, ouais. C'est comme Parce quoi, que- c'est pas si. Ça existe en fait, du coup. Mais parce qu'on entend beaucoup aussi des doctorants qui ont l'air un peu tout seuls. Tu vois, genre en général, il y a deux thésards par année en anglais, un thésard en droit. Enfin, c'est toujours très petit. Mais ça, c'est dans les sciences humaines et Ouais. sociales. Nous, Ouais. après, en sciences, sciences naturelles, du coup. C'est naturel. Putain, j'arrive pas, j'ai du mal. Je suis encore sur sciences dures et sciences. On s'est Je fait me engueuler, déteste. ouais. Et du coup, toi, donc, tu dis qu'il y a plusieurs thésards en informatique, pardon, et vous êtes financé par l'INRIA directement ou c'est par l'Université de Bordeaux Il y a un peu de tout, du coup. Dans mon cas, j'ai un contrat, c'est un peu compliqué, hein. J'ai un contrat avec l'INRIA qui est aussi avec l'Université de Bordeaux, mais mes financements viennent d'un projet de l'INRIA qui est de financement, je sais plus, ça doit être des dotations européennes ou quelque chose comme ça. J'avoue que je connais pas vraiment l'origine de, Tant qu'il y a du de financement. mon en fait, salaire. c'est pas grave. Ouais, voilà. Ok, ouais, donc c'est un cofinancement un peu comme moi, ma thèse, et comme Ouais. on a eu, je suis pas sûr qu'on ait eu beaucoup de cofinancement, mais on a eu des gens qui font des projets comme ça et qui sont financés par différentes entreprises et qui dépendent du coup d'un institut. Après, moi, la totalité, c'est l'INRIA, hein. Il y a pas, l'université, elle me finance juste mes vacations. Ouais. Ok. Voilà, quand j'enseigne à l'université. Ah, du coup, tu es enseignante, enfin, tu es chargée de TD. Oui, ouais, alors j'ai fait des cours TD, des TD, principalement en fac de sciences, en informatique, et pour les L1 et L2. Ah, c'est toi qui fais les cours de Python Voilà. avec les arbres et tout ça. Exact, J'ai kiffé cette année-là. J'ai trouvé ça trop c'est bien. vrai. Ah ouais, franchement, je trouve ça assez intéressant et plutôt intuitif. Pour le coup, Python, je trouve que pour démarrer la programmation, c'est vraiment bien. Ouais. Parce que moi, je suis arrivé à la fac, première année, on m'a dit, tu vas faire de l'informatique. J'ai fait, je ne sais même pas comment on fait une ligne de code. Et je trouvais ça super cool. Ok. Donc, conception et évaluation ouais. d'avatars hybrides. Commençons par la conception. C'est toi qui vas créer Non, on des va même avatars. non, en fait, Non. non, on va commencer peut-être plutôt par les avatars hybrides, parce qu'avant même de voir comment on les Ouais. fabrique, C'est pas faux. qu'est-ce que c'est un avatar hybride? Alors, un avatar, c'est au sens de la représentation d'un utilisateur. Donc, ça peut être un personnage humain, ça peut être un animal, ça peut être ce qu'on veut, tant que ça représente l'utilisateur. Hybride, c'est un peu un mot qui a plein de sens différents. Et moi, j'ai décidé de lui donner comme sens dans ma thèse celui qui mélange deux univers. Donc, hybride, c'est au sens qui mélange la réalité à la virtualité dans ma thèse. Un avatar qui est hybride, c'est donc un avatar qui va, dans mon cas, être en réalité augmentée, donc apparaître virtuellement dans le monde réel. Ok. Voilà. Et avatar, du coup, moi je l'entends comme un personnage en fait dans un jeu, au sens voilà, jeu vidéo du terme, on va dire. Genre RPG, Genre tout ça. RPG, trucs comme Ouais. ça. Mais un avatar, ça peut être aussi utilisé enfin pas que dans le jeu vidéo du coup. Ouais, totalement. Alors, des avatars, bon, on a tendance à penser toujours à des personnages 3D,
mais en fait, ça peut très bien être quelque chose de physique, tangible, ou alors ça peut être un robot, ça peut être un peu ce qu'on veut. Ça sert dans beaucoup de domaines, donc par exemple la télécommunication, comme aujourd'hui on arrive à faire apparaître des avatars dans son salon pour communiquer avec eux à distance, faire des réunions et compagnie. On les utilise aussi alors qu'est-ce que je peux donner comme exemple, en psychologie, en médecine, il y a plein de champs d'application qu'on n'imagine pas parce qu'ils ne sont pas vraiment en grand public encore. Ok. Et donc là, tu disais hybride parce que tu mélanges du coup réalité et virtualité. Donc Voilà. c'est de la réalité augmentée, c'est pas de la. C'est de la réalité augmentée, c'est pas de la Merde, plus. VR. Réalité et- virtuelle. réalité virtuelle. Merci. Donc il y a une différence. Ouais. Ouais, explique-nous ça. Les gens, quand je leur dis réalité augmentée, ils pensent en général à la réalité virtuelle, mais c'est très différent. La réalité virtuelle, c'est un univers 3D. On est plongé dans cet univers-là et tout ce qu'on voit autour de nous est remplacé par des objets 3D. Donc on voit plus du tout le monde réel. Et alors qu'en réalité augmentée, on reste dans le monde réel et on intègre des éléments virtuels dans le monde réel. C'est ça la différence, c'est principalement l'environnement. J'essaie de trouver des exemples pour qu'on voit. Donc je vois que la réalité virtuelle, c'est donc ce qu'on disait Ready en off, Player One. c'est Ready Player One. Et je cherche du coup. Alors je sais pas si tu as vu la série Years and Years. Ouais. C'est ça du coup la Par réalité exemple, augmentée, les emojis, les emojis, filtres que ouais. tu as qui apparaissent dans la vraie vie. Il y a ça comme exemple, mais il y a T'as des Black trucs un Mirror peu, aussi. un peu plus connus, Pokémon Go. Ouais, voilà. Ah, C'est- oui. carrément, tu c'est regardes à carrément ça. travers ton téléphone et puis tu vois un Pikachu la autour de rue. toi, quoi, n'importe où. Mais ouais, parce que du coup là, on s'imagine direct un truc avec soit un casque de réalité virtuelle, soit des lunettes, genre comme les Google Glass. Ça existe aussi. Mais en fait, c'est aussi surtout avec les téléphones maintenant. Alors aujourd'hui, c'est surtout avec des téléphones parce que les casques de réalité augmentée sont encore extrêmement chers et très peu grand public. C'est essentiellement vendu aux entreprises. Et c'est difficile. Enfin, c'est des technologies qui sont assez complexes et très chères à produire comparé à des casques de réalité virtuelle. Et du coup, la plupart des exemples qu'on trouve, ce sont effectivement des applications smartphone qui vont, par exemple, comme Snapchat, venir mettre un filtre sur ta tronche et Donc ça, c'est de la et te réalité donner des augmentée. oreilles. Ça, c'est de la réalité Vous augmentée. utilisez la réalité augmentée si vous mettez le filtre chien. Voilà. Vieille référence. C'est horrible. Putain, t'as déjà fait la ref à Black Mirror. Je pense qu'on aurait attendu un peu plus Et longtemps. non, c'était déjà. Ok, et du coup, qu'est-ce que ça va être du coup pour toi la conception de ces avatars hybrides? Ma thèse, c'est une thèse qui est exploratoire. Donc, j'ai pas vraiment de problème particulier à résoudre. Ok. L'objectif de ma thèse, c'est d'explorer comment on peut, quel genre d'avatar on peut utiliser et comment on va interagir avec eux et comment ils vont affecter leurs utilisateurs. Tout ça, donc c'est un peu des objectifs différents. Et la conception, ça vient se placer au niveau où je vais chercher à trouver le design le plus adapté à l'utilisateur d'Avatar. Donc, par exemple, ça va s'intéresser à quelle apparence il va avoir, comment est-ce que je le manipule, est-ce que je vais plutôt le manipuler avec une manette, avec un pavé tactile, avec directement des interactions manuelles. Tout ça, c'est des conceptions d'interaction qui m'intéressent. Et voilà, après, l'idée, c'est de les comparer et étudier, les comparer entre elles. Est-ce que tu as une dimension juridique du coup dans ta thèse, à savoir quand tu conceptionnes un avatar, si tu prends quelqu'un qui existe dans la vraie vie, à quel point tu as le droit de le faire, ou si tu prends par exemple des personnalités Genre Einstein. Moi, j'ai entendu parler que tu avais utilisé Einstein. Non Ah oui, il y a Oui. ça, oui. Ou c'est une étude qui a été faite avec Einstein. Oui, alors vous pensez au droit de l'image? C'est ça, c'est jusqu'à quelle limite tu as le droit d'utiliser en fait l'image d'une autre personne, qu'elle soit réelle ou fictive. Alors, dans mon cas, je n'ai pas rencontré ces problèmes encore. Ok. Par contre, on a vraiment des questions éthiques Ouais. qui reviennent souvent parce que c'est une thèse où je dois tester mes outils sur des vrais utilisateurs, des êtres humains. Et donc là, il faut faire en sorte qu'ils ne soient pas en danger ou impactés par quoi que ce soit et que le ressenti psychologique ne soit pas mauvais, quoi. Ok, ouais. Et donc on passe, pour chaque expérience, on passe par un comité d'éthique
qui va valider le protocole, il va nous demander un formulaire de consentement, qui va informer l'utilisateur de tous les risques et dangers qu'il encourt en participant. Bon, il n'y a rien de dangereux dans ce que je fais, absolument rien, mais par exemple, il y a en réalité virtuelle, pas en augmenté, mais il y a des gens qui vont ressentir des nausées du fait d'être dans un monde virtuel parce que leur oreille interne est perturbée pour plein de raisons. Et en réalité augmentée, on a potentiellement des risques équivalents et tout ça, il faut les anticiper et les prendre en compte pour la recherche. Mais si on meurt dans la réalité virtuelle, on meurt pas dans la vraie vie. Pour toi, si, apparemment, ça les dépend. avatars. Est-ce qu'on est dans Matrix? Et pourtant, un avatar, c'est mieux qu'un être humain. Comment ça Vous êtes Charlie? Non, moi je voulais savoir, du coup, dans la conception. Je te laisse te marrer pendant que je pose ma question. Vas-y, continue. Pendant la conception des avatars, du coup, tu t'occupes aussi du design de tes avatars? Oui. Donc tu fais tout en fait. Oui, bon, bien sûr, 3 ans de thèse, c'est un peu court pour tout faire. Ouais. Mais moi, à partir du moment où tu dois designer quelque chose, déjà, il faut avoir des compétences en design. Oui, c'est une thèse. 3D aussi, ouais. 3D, design, il faut que tu fasses de l'informatique parce que du coup, tu disais que en plus de designer la forme ou l'aspect de ton avatar, tu fais en plus les interactions qu'il fait. Je fais pas tout. Okay. Alors, pour le choix des avatars, j'utilise en général des modèles qui existent. Okay. Après, pour les personnaliser, il y a des outils aussi qui existent, où tu prends une photo de ton utilisateur et puis ça va automatiquement générer un avatar 3D à partir de ça. Ça, c'est pas forcément un problème, même s'il y a des choses payantes ou gratuites, c'est pas ce qui me bloque. Je vais pas tellement vraiment créer les modèles à la main, ni faire leur animation, ni tout ça, ça demande vraiment des compétences que j'ai pas, donc de design, comme vous disiez, design de personnages 3D et compagnie. Et ce qui va m'intéresser plutôt, c'est le design d'interaction, comment on s'en sert, comment programmer les inputs, les entrées utilisateurs pour qu'elles soient redirigées vers l'avatar et qu'elles répondent avec sa volonté. Ok. Tu parles d'évaluation. Qu'est-ce que ça veut dire ton titre de thèse parle d'évaluation. Donc du coup de ces avatars hybrides. Qu'est-ce que ça veut dire et comment tu évalues un avatar? C'est l'avatar que tu évalues ou c'est la conception? Alors c'est ça mélange les deux. Oui, c'est un peu les deux à la fois. Alors l'avatar, il intervient dans la conception puisque je conçois des avatars. Et l'évaluation, elle va venir étudier, par exemple, est-ce que cet avatar est plus approprié pour effectuer telle tâche que tel autre avatar? Ou bien, est-ce que telle méthode d'interaction est plus efficace quand on veut faire ça que quand on veut faire ça, quand on est dans la peau d'un avatar? Et pour évaluer ce genre de choses, donc je recrute des gens qui viennent à l'INRIA, qui viennent dans ma salle d'expérimentation et qui suivent mes instructions pour tester les avatars sur des tâches que je design. Et après, je vais récupérer leurs ressentis avec des questionnaires, mais il y a aussi des mesures physiologiques qu'on peut faire. Donc, par exemple, récupérer le battement du cœur, la réponse en conductance cutanée, c'est des indicateurs qui donnent un peu une vision de comment se sent l'utilisateur. Donc, par exemple, s'il est très excité, il a le cœur qui va battre vite et compagnie, et tout ça, ça peut aider à tirer des conclusions. Ok. Oui, si vous avez suivi l'épisode de juste avant, Emmanuel nous parlait déjà de ces conductances de la peau, du rythme cardiaque en termes de ressenti physiologique et analyse physiologique. Et du coup, est-ce que tu aurais un exemple concret pour qu'on comprenne bien du coup cette évaluation et cette conception d'avatar? Alors, oui, j'ai des exemples. Ça demande un peu d'explication par contre. Écoute, go. Il y a une chose qui m'a beaucoup intéressée en première année de thèse, c'est le sentiment d'incarnation des avatars. Qu'est-ce que ça fait d'avoir l'impression d'être dans un autre corps? Au quotidien, on est dans notre corps humain. On n'y pense même pas en fait. C'est juste comme ça, quoi. Quand je décide de bouger ma main, elle bouge. J'ai même pas besoin d'y réfléchir. Quand on est dans le corps d'un avatar, c'est pas du tout la même chose. Donc c'est pas naturel, il répond pas de la même manière que notre corps et compagnie. Et tout ça, ça va faire qu'on a plus ou moins l'impression de posséder ce corps-là. Donc déjà, la notion de posséder un autre corps que le sien, c'est un peu étrange.
Mais il y a beaucoup d'études et de recherches qui ont montré que c'est possible d'avoir l'impression de s'approprier notre corps, notamment en réalité virtuelle, et pas beaucoup en réalité augmentée. Ça n'a pas assez été étudié. Moi, c'est ce que j'ai voulu faire en première année. Et donc, pour ce qu'ils ont fait en réalité virtuelle, pour étudier ce sentiment précis-là, en général, ils ont mis leurs participants, leurs utilisateurs dans le corps d'un avatar, et ils lui ont fait faire des choses qui lui ont laissé le temps de s'approprier l'avatar. Donc, par exemple, il rentrait dans la peau d'un personnage 3D, et puis tout ce qu'il faisait était reproduit sur son corps virtuel, et puis on lui demandait, par exemple, de trier des objets ou des choses comme ça. Et après, d'un coup, et c'est là que la réponse en conductance cutanée arrive, on va faire apparaître un autre personnage virtuel qui va venir poignarder le gars. Il va venir poignarder avec un poignard virtuel. Et normalement, si tout se passe bien, si la personne réagit, ça veut dire qu'elle se sent vraiment incarner l'avatar. Il n'y a aucun danger réel. Okay. Mais si elle réagit au couteau virtuel comme s'il était réel, donc elle sursaute ou bien elle retire là où elle se fait poignarder son membre, et bien alors il va y avoir une réaction physique, et ça va transparaître dans la réponse en conductance cutanée qui va faire, en gros on va voir un pic apparaître dans le signal qu'on enregistre, et ça c'est une preuve, c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer pour montrer qu'il y a eu un sentiment d'incarnation envers l'avatar. Wow. Ça t'a calmé là. Au début, je me suis dit, j'ai trop envie de le faire. Et là, j'ai entendu, et là, tu te fais poignarder. Ouais, ça m'a fait mal aussi, moi. Tu l'as dit, genre, je suis même pas dans le truc. C'est pas forcément de la peur. On peut faire aussi de l'excitation, on peut faire de la surprise. Par exemple, d'un coup, t'as quelqu'un qui te fait bouh à côté de toi. Ça, je veux pas non plus. Mais il y avait un test comme ça, quand c'était sur l'Oculus Rift, je crois, quand il était en bêta, où tu devais avoir les mains sur un clavier. Et du coup, tu devais appuyer sur les touches de ton propre clavier. Alors là, du coup, je sais plus si c'est la réalité virtuelle ou la réalité augmentée, mais comme tu vois pas et que tu es dans le jeu, normalement, c'est de la réalité virtuelle. Oui. Et du coup, tu devais appuyer sur 2 touches, jamais les lâcher, et puis il se passait des trucs autour de toi, et d'un coup, il y avait des araignées qui venaient sur le clavier, et la majorité des gens, du coup, elles lâchaient le clavier. Oui. Donc là, on considère. C'est une réaction. C'est une réaction, ça marcherait, ouais. Si on avait fait une mesure de la réponse en conductance cutanée, on aurait vu quelque chose dans ce cas-là aussi. Et donc, toi, t'essaies pas de montrer, puisque du coup, comme tu l'as dit, il y a pas. C'est exploratoire ta thèse, on dit, c'est ça ? Oui. Et du coup, toi, tu essaies de voir si, en gros, on a la même chose, les mêmes réactions avec la réalité augmentée. C'est un de mes intérêts, ou c'est un de mes objectifs. Okay. C'est ce que j'ai voulu faire en première année. Donc, j'ai mené une expérience où j'ai fait à peu près ça. En gros, j'ai conçu un système de réalité augmentée dont je me suis servi pour mener une expérience, où j'ai remplacé les mains de participants. J'ai l'impression de réciter mon texte. Ma thèse en 180 secondes, c'est exactement ce que je dis. On espère que vous n'avez pas tous suivi ma thèse en 180 secondes, mais... Enfin, j'ai remplacé les mains de participants par des mains de robots virtuels. Ça, j'ai tellement envie d'essayer. Et en gros, ils avaient juste des tâches à effectuer. Donc, par exemple, pianoter avec les doigts, retourner les mains, et puis en les regardant. Et après, je leur ai fait passer des questionnaires pour savoir à quel point est-ce qu'ils avaient l'impression que les mains étaient les leurs, malgré le fait qu'ils soient dans le monde réel. Et donc, là, j'ai trouvé pas mal de résultats. C'est en cours de soumission, l'article que j'écris. Trop bien. Et ce que j'ai trouvé, en gros, c'est que c'était assez complexe à décrire. Le sentiment d'incarnation était pas tout à fait le même. En tout cas, c'est un peu difficile de tirer des conclusions juste avec cette expérience, et il va falloir en faire plus. Mais on retrouve quand même certaines... j'ai réussi à voir qu'il était suscité, qu'il avait eu lieu, grâce aux réponses des participants. Mais alors, comme j'ai testé plusieurs conditions, donc par exemple, j'en ai fait une où il y avait beaucoup d'objets virtuels qui étaient incrustés autour de l'utilisateur, j'en ai fait une où il n'y en avait pas du tout, et il n'y avait pas tout à fait les mêmes résultats. C'est un peu intriguant pour moi, et j'ai encore du mal à comprendre ce qui se passe, mais... mais c'est le but d'une thèse exploratoire aussi, voilà. Tu sais pas trop, ça va. Et le fait, tu disais rajouter des objets virtuels autour de la personne, ça augmente du coup l'effet
d'appartenance du corps, puisque plus de choses sont virtuelles, ou tu sais pas Alors ma théorie, j'ai décidé de faire ce conception d'expérience parce que j'avais cette intuition que peut-être que si on voit l'avatar tout seul dans le monde réel, que c'est la seule chose 3D qu'on voit devant soi, alors on a l'impression qu'il ressort, qu'il appartient pas vraiment à ce monde-là et qu'il y a un contraste, quoi. Et que ça fait incohérent. Donc je me suis dit, voilà, qu'est-ce qui se passe si on met d'autres éléments virtuels dans l'environnement et que l'utilisateur il a ce moyen de comparer les différents objets à l'avatar. Et j'ai vu qu'il y avait effectivement des différences, qu'il y avait un plus fort sentiment d'incarnation quand il y avait d'autres objets que quand il n'y en avait pas du tout. Mais il y a beaucoup de résultats. C'est une expérience un peu compliquée. T'as un côté cohérent avec le fait que vu qu'il y a t'es plus dans un univers virtuel, le fait que toi tu incarnes quelque chose de virtuel est plus logique que si toi t'es virtuel mais que tout le reste reste normal, quoi. C'est ça. Ouais. Et après du coup tu as fait certainement, du coup là c'était l'expérience de première année, et les autres années t'es plus parti sur là je change encore un sur peu le sentiment d'incarnation, du coup toujours c'est ta ligne non c'est alors c'était quelque chose que je voulais étudier parce que ça m'avait fasciné en première année quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet des avatars. Que je trouvais ça un peu fou, quoi. La psychologie, c'est pas du tout ma formation ni mon domaine. J'y connaissais rien et je voulais un peu me lancer là-dedans pour découvrir des nouvelles choses, mais et comprendre aussi ce que ça fait d'incarner un avatar. Donc, c'est un peu la base avant de commencer à développer et concevoir des avatars. Mais maintenant, je repars sur vraiment l'aspect conception. Et là, ce qui m'intéresse en ce moment, c'est de développer différentes méthodes pour contrôler un avatar qui est positionné devant soi. Donc pas un avatar qui va être collé à notre peau, mais un avatar qui va être incarné à la troisième personne. Donc c'est en réalité augmentée. En réalité augmentée. Ça peut paraître un peu chelou. Ça va être énervé, ça. Mais en gros, c'est faire un peu ce qu'on fait dans les jeux vidéo quand on contrôle un personnage, on l'incarne en soi. Bon, quand on a Mario devant soi avec sa manette, il fait exactement ce qu'on lui demande, il saute quand on veut et compagnie. Et bien là, ça va être à peu près la même chose, mais dans le monde réel. Ah mais du coup, j'ai un exemple. Le nouveau jeu Mario Kart qui est sorti sur Switch, oui, c'est la réalité augmentée. Exact. Alors si vous avez la référence, ou si vous l'avez pas, allez voir ce que c'est parce que c'est vraiment incroyable. C'est un jeu vidéo où c'est le Mario Kart, donc c'est un jeu de course. Et en fait, on pose des choses dans notre salon. On a un vrai Mario dans un vrai kart avec une caméra qui est reliée à la Nintendo Switch. Et en gros, sur l'écran, on voit notre salon et le véhicule bouge dans le salon. Et du coup, la réalité augmentée fait qu'il y a des objets qui sont là, il y a d'autres participants, il y a d'autres trucs. Donc ça, c'est un bon exemple de réalité augmentée. Et du coup, de ce à quoi tu t'intéressais aussi, la troisième personne. Du coup. Ouais, exact. Okay. Putain, mais trop bien. C'est fascinant. Moi, j'avais un peu l'image des mecs là qu'on a pas mal vu bouger, tu sais, qui sont sur le tapis roulant, qui jouent. Mais je sais pas si tu vois, genre en fait, ils sont sur un espèce de tapis roulant et quand ils se déplacent sur le tapis, ça fait avancer leur joueur sur l'écran. Ils ont des sortes de, je crois qu'ils ont un peu des sortes de gants, tu sais, un peu ah oui, ok, je vois, une sorte de power glove là, tu sais, de la NES. Mais ça c'est encore autre chose, du coup. Ouais, c'est pas de la réalité augmentée. Là, c'est plus de la virtuelle, du coup, ouais. Okay. C'est plus de la virtuelle. Mais du coup, je pense qu'on te le demande à chaque fois parce que t'en as un petit peu parlé en plus. Genre, tu t'attendais pas à faire de la psychologie. Ouais. Et du coup, il y a eu ce volet, je pense. Enfin, je pense que tout le monde, dès que tu parles de ta thèse, il doit t'en parler, mais faut que tu nous en parles aussi un petit peu. Genre, ce côté psychologie. Du coup, tu as rajouté un sujet, une corde à ton arc. Enfin, qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que du coup, tu as dû refaire des cours de psycho? Est-ce que non, alors je me suis lancée dedans en autodidacte, donc beaucoup de lectures. C'était en fait un choix que j'ai fait en début de thèse quand je cherchais vraiment ce que j'allais faire, parce que vu que c'est un sujet ouvert, comme je disais, je pouvais partir dans à peu près n'importe quelle direction. Ça fait peur un peu ça au début, ça fait carrément peur, ouais. Mais en même temps, ça vend un peu du rêve, parce que du coup, tu vas faire ce que tu veux, quoi. Et donc, quand je faisais un peu d'état de l'art, je lisais la littérature sur les avatars en réalité augmentée. Je voyais qu'il n'y avait pas grand-chose. Bon, du coup, je suis partie côté réalité virtuelle pour voir ce qui se faisait. Et là, je suis tombée sur l'expérience dont j'ai parlé dans ma thèse en 180 secondes, celui d'Einstein, où on a des participants qui incarnent Einstein et qui répondent à des tests c'est pas vraiment des tests de maths, c'est des performances cognitives qui sont mesurées avec ces tests-là. Et on voit qu'elles ont des meilleures performances après avoir virtuellement incarné Einstein qu'avant en étant eux-mêmes. Et ça, moi, j'ai trouvé ça complètement dingue. Enfin, Je comprends pas.
je pouvais pas ne pas étudier ça, quoi. C'était. Ouais, c'est hyper intéressant. Je comprends pas comment c'est possible en fait. Pourquoi le fait d'être Einstein fait que tu es plus performant? La confiance en soi. Exact, mais oui, c'est Ouais, ça. ça doit être ça. Mais... C'est tout à fait ça. En fait, c'était même encore plus probant pour les personnes qui avaient une mauvaise estime de soi, une mauvaise confiance en soi dans leur capacité à résoudre des problèmes de maths. Et ça, ils l'avaient mesuré en amont grâce à des questionnaires qui évaluent ce genre de traits de personnalité. Et ils ont vu que ça fonctionnait pour tout le monde, mais encore plus pour les gens qui se pensaient pas capables. Et que juste le fait d'avoir une autre image de soi pendant un court instant et que c'était une image positive d'une personne qui était admirée et brillante, ça allait changer momentanément leurs compétences. Ça me rend ouf. Tu sais qu'il faut que tu incarnes Einstein du coup maintenant. Non, mais moi les maths ça va. Alors le reste. Ouais, c'est ça, j'essaie de chercher quelqu'un d'autre. Non, je trouve ça fascinant. Putain, j'avais une question, ça m'énerve, elle part tout le temps. Oui, parce qu'il y a trop d'infos. qui arrivent en même temps. Mais j'ai pas Vas-y. vraiment répondu à ce que tu disais. Non, si. vas-y. Non, vas-y, Sur la continue. psychologie, du coup. Alors la psychologie, du coup, je me suis lancée dedans pour ce que je viens de dire. Mais c'était aussi dans l'idée de me procurer un peu les outils dont j'avais besoin pour faire développer les avatars. J'avais besoin d'avoir ces outils-là de mesure de l'expérience utilisateur, de comment est-ce qu'on va l'évaluer quand il sera dans l'avatar. Tous ces aspects-là, je les avais jamais étudiés en école d'ingénieur. Et nous, on nous apprend juste à coder, à développer des trucs, à les tester et compagnie, mais on n'apprend jamais à voir du côté de l'utilisateur, de l'autre côté de l'interface, ce qui se passe. Et voilà, donc c'était important pour moi de faire cette première année vraiment sur la psychologie, et ça m'a aidé à donner à prendre en compte l'aspect humain dans ce que je développe. Ça t'a pas rendu un peu folle de Un voir peu, la ouais. psychologie genre, liée à ton... Du coup, tu disais que t'étais pas du tout proche de ce domaine humain, ça, et de rentrer l'humain dedans. En plus, la psychologie, ça doit être un peu vertigineux en vrai. Ouais, mais c'était aussi ça qui était c'est hyper attirant. intéressant, non mais c'est ça. Ouais. Ça y est, j'ai noté mes questions. Ça y est, t'as noté ta question. J'en avais une, c'était par rapport au cinéma, du coup. Il y a toutes oui. ces questions de réalité virtuelle. Je suppose que tu as dû battre v'là les films et les séries qui parlent de ça. Ouais. Et comment tu réagis face à ça? Comment tu arrives à te dire là, c'est plutôt bien pensé, là, il y a tel ou tel défaut Mais clairement, je pense que c'est un peu. La question se retourne un peu parce que y a beaucoup de chercheurs qui s'inspirent des films, au contraire, Ouais, c'est ça. que les films qui s'inspirent de la recherche. Aujourd'hui, ce qu'on voit dans les films commence à vraiment prendre forme, commence à exister. On peut voir des personnages 3D devant soi, ça c'était impossible. Maintenant, Star Wars, bon voilà, ça devient quelque chose, quoi. Mais bon, tout est possible, ça reste de la fiction, il y a rien à critiquer. C'est une source d'inspiration et c'est pour moi, voir ce que les gens imaginent dans leur tête de la réalité augmentée, c'est un peu ça crée des objectifs. Voir comment est-ce que ça devrait être, est-ce que c'est parce que les gens trouvent ça intéressant, cool. Un peu comme 2001 Odyssée de l'espace qui inspire Skype. Les films d'aujourd'hui ils vous inspirent à vous dire qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut le transformer. Ouais, c'est Non, hyper pas important trop d'avoir le recul, ce recul-là et cette humilité de se dire, on n'est pas, justement, on n'est pas forcément les meilleurs à vouloir imaginer des choses. Il y a des gens qui peuvent imaginer des trucs ouf et il faut essayer de les atteindre justement pour satisfaire un petit peu le grand public, entre guillemets. Et par rapport aux expériences que tu as menées, tu disais que tu avais un panel du coup d'utilisateurs. C'est pas toi qui décide, c'est pas l'INRIA qui décide, c'est eux qui se présentent. C'est moi qui les recrute. C'est toi qui les recrutes. Pour mon expérience, j'avais embarqué pas mal de mes collègues, bien sûr. Ils sont à côté, Voilà. normal. Mais après, j'ai fait appel à des amis, à la famille, à tous ceux que je connaissais. Et j'avais aussi diffusé par mail, par Facebook, pour que ça se passe. Que les gens me contactent. Et j'ai eu pas mal de gens, même pas mal de gens que je connaissais pas. Et ça se fait comme ça. La question de gens, c'est on postule où? Ouais, c'est exactement ça. C'est déguisé. À la prochaine expérience, si vous voulez, je vous ouf. Je vous mettrai un lien. C'est Trop intéressant. chaud, Ouais. Et tu as besoin de combien de personnes pour que une expérience soit valide Alors, statistiquement? valide statistiquement, alors là, c'est. Tu atteins jamais. C'est juste ça. impossible. Ouais. En psychologie, en plus, c'est très très compliqué. Il faut énormément de participants. Moins d'une centaine, normalement, on te rigole à la tronche, mais
Mais bon, nous, on fait pas ça. Ok. C'est dans le domaine des interfaces homme-machine. On utilise beaucoup moins de participants et on fait quand même des statistiques dessus. Bon, c'est comme ça. On a des conclusions on tire des conclusions, mais on est très bien conscient que voilà, c'est que sur un petit échantillon de personnes. Et donc moi, par exemple, j'ai fait 26 participants. C'est difficile de conclure. C'est déjà pas mal. Parce que nous, en œnologie, quand on fait des dégustations, donc on utilise aussi des humains, pareil, il faut avoir un panel de dégustateurs immense pour que ce soit statistiquement valide, ou alors faut faire appel à des experts. Et encore une fois, à chaque fois, genre, c'est très très difficile. Combien d'experts Mais c'est certifient ça. Et puis nous, du coup, la plupart des doctorants et des chercheurs, sauf si leur test c'est vraiment dégustation grand public, on fait appel à pareil, tous les collègues et tout, et ça va rarement plus de 24 à 38 personnes. Ouais, et puis c'est biaisé. Les collègues qui travaillent dans le vin, ils vont pas déguster pareil. C'était un épisode de Dirty Biology qui en parlait, je sais plus lequel, et qui disait on part du principe que un petit panel d'experts équivaut à un grand nombre de personnes, puisque on retrouve à peu près les mêmes résultats, sauf si on a réussi à influencer ce panel-là. Oui, et puis encore une fois, ça dépend la discipline, tu vois, parce qu'en psychologie, en dégustation, tout ça, tout est hyper différent et c'est hyper compliqué. Regarde, dans la dégustation, il suffit qu'il y en ait un peu grande gueule qui dise « Ah, il est vraiment fruité ce vin !» Et là, bam, t'en as 20 qui sont influencés en disant « Ah oui, il est fruité, c'est vrai. » Mais ça, c'est pour ça que la dégustation et les trucs comme ça, c'est vraiment un box chacun. Et s'il y en a un qui commence à l'ouvrir un peu, tu fais « Bah non, c'est mort, quoi. » Ah, il y a de la pomme, non? Il y en a. Ouais, faut faire hyper attention à tout ça, ouais. J'avais une question qui sort un petit peu de ta thèse, mais je trouve aucune information nulle part là-dessus. Tu parlais du coup d'Avatar à la première personne et à la troisième personne. Ouais. Quid de la deuxième personne? La deuxième personne. Alors apparemment il y a un mec un Américain, je crois, qui s'est posé la question dans le jeu vidéo, qu'est-ce que c'est que de jouer à la deuxième personne? Et il n'a trouvé qu'un seul jeu vidéo, un jeu de voiture en plus, ça n'a aucun sens, où tu joues à la deuxième personne. Et je me demandais si c'était quelque chose, si c'était une question que tu t'étais posée en parlant de réalité virtuelle, qu'est-ce que la deuxième personne, quoi? J'avoue que jusqu'à là tout de suite, je m'étais jamais posé la question de ce que c'était. Tu viens de le rajouter un chapitre. J'arrive même pas à imaginer ce que c'est en fait. Tu as vu à quoi ressemblait ce jeu vidéo? Ouais, alors c'est l'extrait qu'il montre, c'est assez déroutant. Alors le jeu vidéo apparemment c'est improbable et c'est assez naze, mais l'idée derrière est assez cool. C'est qu'en gros le gars remonte dans le passé. Et il conduit du coup la voiture, et le point de vue que tu as, c'est le gars qui conduit la voiture. Mais la voiture que tu conduis, c'est la voiture que tu vois depuis la voiture dans laquelle t'es. Oh là là. Ouais, j'ai rien compris. en gros, tu vois depuis le pare-brise d'une voiture, mais la voiture que toi tu conduis, c'est la voiture que tu vois depuis le pare-brise de cette voiture. D'accord, ok. Attends, ça me fait des nœuds dans le cerveau. En gros, c'est ça, c'est dur. En gros, tu joues à un jeu à la première personne, mais le perso que tu incarnes, c'est le compagnon de celui que tu vois. Ouais, ok. Et ça, en fait, c'est des questions apparemment qui sont très peu posées dans le jeu vidéo actuellement. Et je me suis dit, putain, mais est-ce qu'on en parle est-ce qu'il y a des gens qui ont travaillé là-dessus, qui recherchent ce que c'est, en fait? Parce qu'on n'arrive même pas vraiment à le définir, en fait. Sans doute, hein, tu serais étonné du nombre de recherches étranges qu'il y a. Je suis tombée sur beaucoup d'articles étranges en étudiant les avatars. Et c'est possible qu'il y ait ça. Ok. Combien de temps tu passes par jour ou par semaine derrière un ordinateur, du coup, en thèse en informatique? Là, pour nous, de suite, enfin moi, avant de te connaître et de ce que tu viens de dire, j'étais là, elle doit passer du coup sa vie derrière un ordinateur. Déjà qu'en tant que thésard, je passe pas mal de temps sur mon ordinateur et j'ai rien à voir avec l'informatique. Mais là, du coup, on a vu que tu faisais de la psychologie, des trucs comme ça, donc. Au quotidien, c'est full time. Hein. C'est 8 heures. De l'embauche à la débauche, c'est que du PC. Et après, les moments où je suis pas sur l'ordinateur, c'est quand je teste mes développements sur un casque. Donc, je vais tester mes avatars directement dans mon salon. Ou alors, quand je fais des manips, ou des expériences, où là, je passe beaucoup moins de temps sur l'ordinateur parce qu'il y a beaucoup de préparation physique. Voilà. Et pour sortir de ta thèse, tu fais quoi du coup? À côté, là en ce moment pas grand chose avec le couvre-feu, mais à la base, je joue dans un groupe. Ah mais oui, c'est vrai. Ah oui, non mais c'est vrai, ça m'avait impressionné parce que du coup on s'était vu pendant ma thèse en 180 secondes. Oui, enfin, vas-y, je te laisse raconter parce que moi j'ai trouvé ça fou. Ah oui, non, je me souvenais même plus que j'avais dit ça. Quand j'étais en école d'ingé, je voulais absolument faire partie d'une fanfare.
Oh, stylé. Parce que je voulais apprendre à jouer un cuivre. Et Mais ça, c'est Quel ça, c'est l'introduction, ça. Attends. Quel enfer, c'est tellement dur d'apprendre les instruments avant. ouais, mais bon, j'étais motivée, quoi. Ouais, bah il faut. Hein. Et du coup, j'avais vu la plaquette alpha, c'est le petit truc qu'on vous donne quand t'es en prépa pour voir ce qu'il y a comme club et asso dans l'école avant d'accord, de postuler. Et je voyais qu'il y avait une fanfare, sauf que quand je suis arrivée, il n'y en avait pas. Donc, grosse déception. J'ai choisi une école pour faire de la fanfare, il n'y en avait pas. Je commence à voir l'histoire Attends, commence à se tracer là. Et du Faire coup, un court-métrage, fais un court-métrage. du coup, j'ai fait un mail-all à toute mon école pour dire voilà qui veut monter une fanfare avec moi. Et moi, sachant pas du tout jouer quoi que ce soit, j'ai J'adore. recruté plein de gens. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mon copain. C'est Non, mais c'est Voilà. incroyable. Non, mais en plus, surtout. Vas-y, continue. Du coup, maintenant, je suis bassiste. J'adore cette chute. Bassiste dans un groupe de jazz. Non, mais Voilà. Alors, moi, je voulais jouer dans une fanfare pour jouer un instrument avant. Il n'y en avait pas. J'ai créé une fanfare et je joue pas d'instrument avant. Ouais. Ça me fascine, c'est trop bien. Bon, moi, j'ai quand même trouvé mon compte parce que c'est un super instrument à la base. Et du coup, tu fais partie d'un groupe. Donc, quand tu pouvais jouer, tu. C'est un brass band. Donc, trop bien. c'est la fanfare qu'on avait montée, a un peu évolué. Et puis, on n'a jamais vraiment. Vu qu'on jouait jamais vraiment en se déplaçant, comme les fanfares traditionnelles, avec des lyres pour accrocher les partitions sur les instruments et tout, on était tout le temps en fixe. Bah, on a décidé qu'on serait un brass band. Donc, c'est un ensemble de cuivre, vent et percussions qui jouent comme un orchestre en fixe. Et on fait voilà, des morceaux d'un peu tout. Est-ce qu'on peut vous écouter quelque part sur Internet? Ouais, alors on n'a pas beaucoup de morceaux enregistrés parce qu'on n'a pas d'ingé son. mais Je sens le message. C'est ça, les gros messages pour toi. mais on a des vidéos de nos événements quand on fait des concerts et tout. On a pas mal sur notre page Facebook principalement. C'est quoi le nom? Ça s'appelle Brass Band Theory. Oh là là. Oh là là, Le oui. beau jeu de mots, on adore. Je suis heureux. Putain, mais trop bien. Ok, donc tu fais ça pour essayer de. Ouais, bah là, les répètes viennent juste de reprendre parce qu'on avait interdiction de jouer. Comme notre local est dans l'école d'ingé où on avait monté la fanfare, tout était fermé et c'était impossible à jouer sans masque. C'était un peu. Surtout pour les instruments avant, du coup. Voilà, ouais, c'est compliqué. Mais bon, maintenant ça reprend, donc je suis contente. Ok, cool, mais on est content pour toi aussi. Bah, de ouf. Et du coup, là, on passe sur la question un peu plus personnelle. Ta thèse se passe bien Bah, je pense que oui. Ouais. Au Mm. niveau ce que tu fais dans ta thèse, est-ce que tu es contente? Est-ce que ça se Alors, passe bien? je suis un peu Si tu frustrée. veux pas en dire trop, t'es pas obligé. Hein. Je suis un peu frustrée ces derniers temps parce que toutes les soumissions que j'ai fait se sont fait rejeter. Mais Soumission d'articles, voilà. on est obligé d'en écrire merde. au moins un. Toi, t'es obligé de ça écrire un ou dépend, pas? ça dépend des labos. Oui, nous c'est un dans une conférence Ok. ou notoire normalement. D'accord. Et donc là, toi, t'en avais soumis beaucoup? Mais j'en avais j'en ai soumis un tout petit qui a été accepté dans une toute petite conf en première année. Après, j'ai soumis le papier pour mon expérience qui a été rejeté Aïe. et que j'ai resoumis la semaine dernière. On croise les doigts, du coup. Voilà. Et après, j'ai soumis un état de l'art dans un journal qui est en cours de révision majeure. Donc, c'est un peu fatigant, quoi. Et puis, Ouais, j'ai ouais. resoumis encore un autre papier qui a été refusé pour. Enfin, bref, beaucoup de papiers, quoi. Mais Ça, c'est des pas trucs un peu beaucoup de- difficiles en thèse. Ouais, c'est un peu dur de voir quand t'as travaillé 4 mois, 6 mois sur un truc, que les gens ils te disent bah non, en fait c'est pas assez bien. Ouais. C'est un peu ouais, c'est flinguant, mais bon. Mais sinon, ouais, t'es contente de ce que t'as fait, de ce que tu fais. Oui, bah parfois j'ai des moments où je me questionne parce que je sais pas trop où je vais, Ouais, je sais bah, pas. surtout sur ton sujet, il est très très ouvert. Voilà, ouais. Mais après, comme j'ai quand même deux directeurs de thèse qui sont assez qualifiés, qui arrivent à m'orienter, ça se passe quand même bien. J'ai un bon accompagnement, donc ça Ok. va. Et du coup, ta thèse, on pourrait dire que tu la vis un peu comme un métier, plutôt comme une passion, ou c'est un peu les deux, genre des fois ça te passionne, des fois tu vas un peu en mode genre faut que j'y aille. Bah, c'est un peu une relation amour-haine. Ouais. J'adore. Il y a des jours, je suis trop contente parce que ça marche et je sais exactement ce que je vais faire toute la journée pendant une semaine, Mhm. 2 semaines et j'ai juste envie de le faire. Et puis il y a des journées où je suis juste paumée. Et Ouais, là, bah ouais. j'ai juste pas envie de me lever, j'ai pas envie de travailler, quoi. Ouais, bah, du coup, je comprends. Je suis dans ce cas-là, totalement. Ah ouais. Et comment ça s'est passé? Du coup, t'as commencé ta thèse en 2019? Ouais, c'est ça, octobre.
Et parce qu'on avait eu Laura du coup qui nous racontait que le Covid ça avait grave perturbé sa thèse du coup parce qu'elle est censée voir des gens en vrai. Mm, Travaille Et sur du des coup, patients. elle travaille sur des patients. clairement. Ça a influencé ta thèse toi du coup ou pas? Le confinement et tout Ouais, ça. le confinement, les restrictions, tout ça. Ouais, je pense que au total, j'ai dû perdre un mois de travail à juste m'adapter, changer d'environnement et tout réinstaller et tout. Bref, je pense que c'était un peu pareil pour tout le monde. Mhm. Et après, bah, le fait de ne pas pouvoir expérimenter pendant longtemps, bon, j'avais pas prévu d'autres expériences, mais oui, il y a des restrictions. On peut pas aller au labo pour bah, échanger avec ses collègues, se faire aider sur des problèmes. Tout ça, ça ralentit C'est énormément. un peu frustrant, ouais. Ouais. Et alors là, je reviens sur les lunettes. Est-ce que toi, tu utilises des lunettes de réalité augmentée? Alors, c'est un casque. C'est un casque? C'est un casque qui s'appelle le HoloLens, qui est développé par Microsoft et qui tourne sous Windows. Microsoft, si vous pouvez envoyer un chèque, on a dit Microsoft 3 fois. Et grosso modo, c'est quelque chose c'est une espèce de casque où il y a une visière transparente Ok. qui est faite avec un verre complexe qui est traité très, très difficilement. C'est les casques dans Star Wars. Wow. Ah oui, je Non, vois pas ça. exactement, mais c'est une espèce de visière. Ça ressemble vraiment à une visière comme Ok. ça et qui prend à peu près la moitié de ton visage. Et du coup, tu as des caméras et pas mal de capteurs qui sont embarqués dans le casque. Donc, tu as comme ce que tu as dans le téléphone, des gyroscopes, des machins. Et pour trouver ton orientation et tout. Et des caméras, du coup, qui vont faire du suivi de tes mains. Ils vont voir quand tu fais un geste, par exemple, quand tu veux sélectionner quelque chose, il va pouvoir détecter que tu pinces tes doigts. Ou alors, J'ai tellement envie d'essayer. venez au labo un jour. Ouais, ouais, trop. Mais moi je suis chaud. M'invite pas dans un labo. T'es à Disneyland. Ah non mais je kiffe. C'est ça. Quand on c'est moi. pourra. Moi je vais pas à Disneyland. Je préfère aller dans des Je vais à labos. l'INRIA. Mon Disneyland c'est Cap Science. Mais ouais, on a de la chance. Je m'estime assez chanceuse là-dessus, quand même, d'être dans un labo qui est assez gros et qui a pas mal de financement. Mm. Parce qu'on a quand même accès à des technologies où clairement ce serait pas possible dans un plus petit labo. Un HoloLens, c'est quand même 4000 euros. Donc, Bah après, la recherche, c'est cher. Hein. ouais. 4000 euros, je dis petit bras en vrai. Oui non c'est Les sûr. machines qui existent. Ouais mais ça, si tu Oui, multiplies pour, par 10 tu non, vois, non, genre, mais si pour, tu dois le mettre sur plusieurs personnes. Pour le Mhm. grand public, c'est énorme les budgets qu'il y a sur des thèses. Je me demandais, j'ai un ami qui avait travaillé un peu là-dessus, là, sur l'avancée de la réalité augmentée virtuelle dans le travail. Nous, dans l'audiovisuel, il demandait si ça allait pas nous remplacer dans le travail, remplacer l'ordinateur. Est-ce que tu penses que tous ces travaux là de recherche sur la réalité augmentée, ça pourrait avoir une implication sur la vie de tous les jours? À savoir, comme tu dis, tu vois, genre qu'on puisse sélectionner directement, qu'on ait au final plus d'interface informatique, mais qu'on passe directement dans la réalité. Ouais, bah Directement. c'est des scénarios qui sont envisagés par tous ceux qui font de la recherche dedans, en particulier par les entreprises qui développent ce type de casque. Et clairement, quand on voit leurs vidéos, leurs démos, ça vaut un peu ce genre de rêve de situation où t'es dans le train et puis t'as pas d'ordinateur devant toi sur ta tablette, mais t'as juste un casque sur la tête et puis tu manipules les trucs devant toi, mais personne voit ce que tu fais. Donc c'est côté vie privée, c'est sympa quoi. Je suis vraiment en train d'avoir l'image de. Alors, quand t'as le casque, ça doit être super cool, mais le mec, il te regarde à côté. Oui. Alors, ça peut sembler très bizarre, mais après tout, c'était aussi très très bizarre d'avoir des AirPods au début, quoi. C'est vrai. Tout le monde se J'avoue. foutait de leur gueule. J'en ai tout le temps maintenant. Je me suis foutu de la gueule des gens qu'on avait, je ne peux plus m'en passer. Mais Je voilà. trouve ça trop bien. Et les gens qui parlent tout seuls sans avoir un téléphone, ça fait un choc au début. Et maintenant, sans fil, sans rien. Ouais. C'est vrai. Maintenant, on parle dans la rue tout seul et puis ça choque plus personne. J'avais tellement pas pensé à ça. Tu remets en question beaucoup de choses. T'imagines si tu vas chez le médecin et là son casque, il fait oui, qu'est-ce qui vous arrive? Et puis tu cliques à côté. Tu fais, quoi? Vous n'êtes pas à jour sur votre sécurité sociale, monsieur. Non, mais c'est trop bien. Et aussi, moi, ce que je trouve ouf, c'est cette expérience avec Einstein. De savoir que un interface irréelle, et du coup, si toi, ta recherche avance vers ce sujet de calquer quelqu'un sur nous pour avoir en gros plus confiance en soi dans cet exemple. Mais ça peut être ce que tu nous avais dit, c'est réussir un examen, des fois ça peut aussi jouer sur la confiance en soi et du coup Ouais. Et c'est ouf, je trouve. ce que j'ai pas dit, c'est que ce genre de phénomène, ça a été observé pas que pour les performances en mathématiques. On peut le voir pour plein d'aspects d'une personnalité, d'une réaction. Par exemple, ils ont décliné cette expérience en plein d'autres expériences.
où ils ont fait incarner par exemple une femme noire à des hommes blancs, voir ce que ça faisait, est-ce que ça a diminué les biais racistes ou ce genre de choses. Et effectivement, ils trouvent des résultats là-dedans. Pareil Hyper pour intéressant, ça aussi, ouais. une personne qui se fait agresser dans la rue. Qu'est-ce que ça fait d'être à sa place et qu'on voit les gens ne pas réagir et passer leur chemin. Tout ce genre de phénomènes qui peuvent être étudiés grâce à la réalité augmentée et qu'on ne pourrait pas étudier sont maintenant possibles. Enfin, on peut faire des expériences là-dessus parce que concrètement, on ne pourrait pas changer la couleur de la peau d'une personne de manière réaliste au quotidien sans cette technologie. Et du coup, on découvre pas mal de mécanismes qu'on n'avait pas soupçonnés dans notre cerveau grâce à ça. Et idéalement, une chose qui me fait un peu fantasmer dans ma thèse, c'est l'idée que ça puisse perdurer, ce genre d'effet. Est-ce que, par exemple, si on incarne Einstein au quotidien, est-ce que ça finit par rester, quoi, l'acquis qu'on a eu pendant ce court instant? Est-ce qu'il y a une résilience de ces effets-là à longue durée? Et ça, c'est des travaux qui sont en cours et qui intéressent pas mal de gens, mais on est encore très loin de savoir si c'est possible ou pas, quoi. On pourrait déraciser des gens. De ouf. Trop bien. Ouais. Du coup, en fait, tous ces travaux de recherche, ils vont vraiment plus avoir une implication d'un point de vue genre plus thérapeutique en psychologie et tout ça aussi. Voilà. Ces recherches-là, elles cherchent à vraiment améliorer le bien-être, faire une prise de conscience et compagnie. On peut imaginer plein de choses. Par exemple, traiter les troubles d'anorexie. Ça, il y a beaucoup de papiers là-dessus d'ailleurs, de personnes. On fait incarner des avatars avec différentes tailles et puis on essaie de faire prendre conscience que la personne, elle n'a pas forcément le physique qu'elle pense avoir. Parce que c'est vrai qu'en plus, il me semble que chez les anorexiques, il y a un problème ils ne se voient pas comme ils sont réellement. Oui, elles se voient plus grosses qu'elles ne le sont. Voilà. Putain, mais ça a l'air trop. Mais en vrai, c'est trop bien. Genre. Mais moi, j'avoue que ça donne le je vertige. serais perdu, tellement perdu sur le truc, l'immensité des choses que tu peux faire. Et surtout que ça doit avancer hyper vite. Ouais. Genre là, t'es à combien t'es à 2 ans là? 1 an et demi. 1 an et demi. Et en 1 an et demi, t'as vu des trucs qui sont allés hyper vite, non? Ouais, clairement, c'est difficile de suivre un peu tout ce qui sort, tous les développements, tous les papiers qui sont publiés là-dessus. Il faut vraiment rester à jour tout le temps, quoi. Mais c'est trop bien du coup pour toi d'être un peu au début de ça. Enfin, on en est encore qu'au début. Du coup, c'est trop cool de pouvoir faire partie de ça. Ouais, c'est ça qui est bien aussi. C'est vraiment des choses récentes et puis il y a un espèce d'engouement un peu dans le domaine de recherche et ça, c'est sympa. Ouais, ça intéresse vachement les gens. Enfin, tu vois, nous, par notre sujet, on est super comme ça. Oh non. C'est trop cool. On n'est peut-être pas les plus représentatifs de la population. Oui, puisqu'on fait ça pour ça aussi. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant. Comment tu recentres du coup tout ça dans ta thèse après? Parce que genre, c'est vrai qu'on a quand même parlé de plein de choses, genre de l'implication que ça peut avoir dans le jeu vidéo, mais même dans l'application dans la vraie vie, et tout ça peut avoir un aspect psychologique, mais aussi médicinal. Enfin, comment au final après tu arrives à faire le tri c'est pas plutôt comment, mais c'est qu'est-ce que tu fais le tri dans tout ça pour le ramener à ton sujet à toi? Vu que tu es encore dans l'exploration, du coup. Il reste 1 an et demi déjà. Oui, il reste 1 an et demi, c'est sûr, mais... En fait, toutes les choses que j'ai appris sur le sentiment d'incarnation, je vais les utiliser pour, quand je vais concevoir des avatars, pour améliorer l'expérience utilisateur. Faire en sorte qu'il soit le plus confortable possible dans la peau de son avatar. Donc ça passe par plusieurs choses. Par exemple, si tu as une personne qui est de sexe féminin et que tu lui mets un avatar de sexe masculin, ça risque de poser des biais, des problèmes, des inconforts. Ça, il y a des papiers qui l'ont montré. Okay. Et ce genre de choses que j'ai appris en première année, je vais pouvoir les appliquer quand je vais faire mes avatars. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de savoir comment vraiment mettre le plus à l'aise possible l'utilisateur et faire en sorte que ce soit le plus naturel possible d'être dans le corps, d'utiliser un autre corps, et pour pas que ça demande trop d'effort mental et qu'il puisse faire ce qu'il veut efficacement, quoi. Donc tout ça, en fait, c'est ce qui te sert à évaluer tes avatars, quoi. Par exemple, ouais. Et à les concevoir. On revient sur le titre de la thèse, en fait. Parce qu'on disait qu'il fallait des titres à rallonge pour pouvoir recentrer après, mais en fait, un titre court, ça va aussi. Moi, je trouve ça parfait. Très bien. Par contre, genre vraiment, je suis sur le mode... Avec des mots que tu arrives à dire. Ouais, mais pas de polypropène, de même colloïde. Tu vois, genre, évaluation, tu te dis, c'est peut-être là qu'est le piège, tu vois, genre, c'est peut-être une... Non, c'est une évaluation. Non, c'est vraiment une évaluation. Ouais. Très bien. Très peur des faux amis. Mais du coup, genre, moi, je suis vraiment en train de la regarder et me dire, et tu veux que je résume ça comment, du coup, maintenant, parce que... Bah, écoute, tu veux y aller? Attends, d'abord, est-ce que tu as quelque chose qu'on aurait oublié de dire sur ta thèse ou quelque chose que tu as envie de dire avant de passer à l'évaluation de Robin?
Ça viendra peut-être quand il va. Je sais Je pas. vais résumer. Big up à mon équipe Podchuck. Allez, C'est le premier big up qu'on a. Premier big up, j'avoue. Enfin, quelqu'un qui se soucie de ses collègues, ça fait plaisir. N'est-ce pas, Jean? Big up à mes collègues, j'en ai pas. Ok. Donc là, du coup, Robin va nous essayer de nous résumer ton sujet de thèse. Bon courage. Ouais. Ouais. Et puis tu le corrigeras si il faut le corriger, Ouais. et tu le féliciteras s'il faut le féliciter. Merci de m'encourager, je veux dire. Toujours là dans les bons coups. Oh. Oh oui! Quelle transition toute trouvée. Pas du tout. Putain, c'est hyper compliqué. En fait, je sais pas trop par où commencer. T'as pas le droit de lire le titre. Oui, je sais. L'idée, c'est pas que je relise le titre et que je dise c'est ça. Oui, c'est trop bien facile. sûr. Je vais essayer de le résumer comme ça. En gros, ta thèse, c'est d'explorer les possibilités d'avatar qui existent dans la réalité augmentée, Mhm. plus précisément, et de savoir ensuite à quoi peuvent servir quel avatar, quelles utilisations spécifiques. En fait, c'est de faire le tri, en fait, d'organiser tout ce qui sera les avatars l'utilisation de la réalité augmentée de demain, quoi. Ouais, c'est de vue de haut, c'est ça, ouais. De pardon. Vue Vue de, Ah du oui, dessus. vue Mais c'est quoi du coup la différence, Robin, entre la réalité augmentée et la réalité virtuelle? Ça c'est bon, ça va. Du coup, j'ai capté. En gros, la réalité virtuelle implique un monde virtuel, alors que la réalité augmentée se passe dans notre monde à nous. C'est ça. Hyper bien résumé. Là, paf, tchac. Il y a quoi? Alors du coup, il y a... J'ai noté plein de trucs. C'est peut-être la thèse sur laquelle j'ai pris le plus de notes. Hein. C'est pour le coup. L'aspect psychologique, moi je c'est- pense qu'il faudrait peut-être. Ouais, en mais parler un petit peu. on a pas mal parlé de ça, mais c'est vrai qu'on a aussi parlé de son implication dans le milieu médical. Donc, c'est vraiment chercher quel avatar va avoir quelle utilisation et pour utiliser quoi. Après, est-ce que ça va, en fait, ça va servir peut-être de panel et de catalogue pour pouvoir se dire, par exemple, Einstein peut servir à redonner confiance en la personne. Tel personnage de jeu vidéo peut te permettre d'augmenter telle caractéristique. Mais est-ce que la limite est pas le côté, genre, au final, il va rester que l'humain et est-ce que quelqu'un, par exemple, aura du mal à rentrer dedans et que il aura peut-être besoin d'un autre personne. Par exemple, si Einstein ne marche pas sur quelqu'un, est-ce qu'il n'y a pas une autre personne qui pourrait lui servir pour mieux se sentir Ouais, bien genre Thomas sûr. Pesquet? Oui, c'est possible. Hein. On a tous un peu notre Ça, histoire et puis nos côtés, notre personnalité. Et tout est différent. Il y a un grand enjeu derrière la personnalité des personnes. Enfin, d'ailleurs, c'est quelque chose dont j'ai pas parlé, mais effectivement, le sentiment d'incarnation, ça a montré qu'il est influencé par certains traits de caractère. Donc, il y en a un qui a été récemment montré, c'est celui du lieu de contrôle. Donc, c'est un peu, on n'entend pas trop parler, mais en gros, c'est le fait de croire qu'on contrôle son destin ou pas. Si on a un lieu de contrôle interne, alors on a l'impression qu'on est responsable des choses qui nous arrivent, que c'est nous la cause de nos actions. Donc si par exemple j'ai une promotion, c'est que j'ai bien travaillé. Alors que d'autres personnes vont croire J'ai de la chance. que c'est de la chance, que voilà, c'est mon patron qui m'aime bien, c'est telle ou telle chose. Il y a vraiment une notion de destin et de chance et compagnie. Et ça, c'est une caractéristique des personnes qui vont jouer sur leur sentiment d'incarnation et sur leur capacité à incarner un avatar ou pas. Voilà. Bah, ça va, tu l'avais pas noté Et celle-là. bim. Ça nous cloue le bec à chaque fois. Putain. Est-ce qu'il aurait oublié de mentionner quelque chose de très important dans ta thèse qu'il fallait surtout pas qu'il oublie? Ça, il dit ça et à chaque fois, je sens que j'ai oublié quelque chose. Et Non, qu'il non, l'a trop vu. pas en Non, c'est plus. bon, ok. Pas du tout. Moi, je trouvais que c'était assez clair. Non, c'est plutôt bien. Tu as dit voilà, que je m'intéressais aux avatars en réalité augmentée, que je cherchais à les concevoir, à voir quel type d'avatar était plus approprié pour quelles utilisations. Après, il y a peut-être des choses que j'ai oublié de dire. C'est que voilà, on s'intéresse pas forcément que au côté médical. Moi, d'ailleurs, Oui, bien je sûr, m'y ouais. intéresse pas en fait. Dans ma thèse, c'est vraiment le côté. Mais c'était sur la création de l'outil. Voilà, Après, c'est la création de l'outil. Après, les applications, c'est un autre sujet. Ça rentre pas vraiment dans mon cadre. Tu vas pas tout faire non plus. Ouais, c'est ça. Mais on pourrait très bien imaginer, par exemple, des avatars juste pour l'expression.
la liberté d'expression et compagnie, se faire représenter par quelque chose d'autre qui nous ressemble pas, qu'on aime bien, comme quand on fait des personnages dans un jeu vidéo, on va les customiser et compagnie, ça pourrait très bien être utile. Après, De toute façon, on voit après tout ce qu'il peut y avoir genre dans l'artistique, mais aussi dans la politique, le fait d'utiliser plutôt un avatar plutôt qu'une personne. Dans le cinéma, dans plein de choses, ouais. Ou un hologramme. Ouais. Mais il me tarde de voir ça, les hologrammes, genre j'adorerais voir ça. Bah Mélenchon, il l'a fait. Bah, je l'ai pas vu. Ouais, dommage pour toi, écoute, qu'est-ce que je te dis. Bah oui, mais écoutez. Écoutez, on est disponible partout. Bah oui. Je te le lance. Merci. Je sais que tu aimes bien le dire à chaque fois. On est, voilà, bah écoute, merci beaucoup Adélaïde d'être venue nous parler de cette thèse. Merci à vous. Vous pourrez retrouver du coup cet épisode et tous les autres épisodes de Taisez-vous sur Spotify, Deezer, YouTube, Apple Podcast et Ocha, qui nous héberge. Voilà, on a un Discord du coup. Bienvenue. On en parlait, et bienvenue sur le Discord si jamais vous nous rejoignez. Sur lequel vous pourrez retrouver du coup la thèse d'Adélaïde et tout ce dont on a parlé au cours du podcast, des informations qu'on aurait pu chiner à droite à gauche. Voilà, donc Taisez-vous est un podcast audio Mori, on vous invite aussi à aller écouter les autres. Pour l'instant, à mon avis, en ligne, il n'y a que Toujours des bons coups et qui parle sexualité, et Divine Féminine, une fiction audio qui parle d'amour et de musique. C'est mon propre podcast. Amour et sexe. Ouais, j'avais oublié. Raté. Voilà, on espère que ça vous a plu, que ça vous plaira. Et sur le Discord, n'hésitez pas à poser vos questions intelligentes, s'il vous plaît. Et pertinentes. Et pertinentes. Et si Adélaïde, tu as un petit peu de temps, tu pourras répondre. Ou alors on t'enverra seulement celles qui nous semblent importantes. Voilà. Ok. Voilà, Et super. à bientôt. À bientôt. Merci à vous. Salut. Salut.